8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Paix, sécurité et développement, un triptyque pour une Afrique sûre et stable. Représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI au 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Nassar Bourita dresse la vision du royaume pour transformer le visage du continent. Quel bilan pour le sommet? Nous vous en dirons les grandes lignes. Plus de 4 millions de véhicules sont en circulation au Maroc, un parc automobile qui nécessite un entretien de contrôle et de visite technique. En ce 18 février, journée nationale de sécurité routière, focus sur l'importance de cette opération renouvelée chaque année dans les centres agréés. La lecture, une passion que nourrissent les jeunes collégiens participant aux Olympiades de la lecture de Rabat. Le concours fait écho à l'engouement d'une jeune génération curieuse et amoureuse des lettres. Bonsoir, c'est aujourd'hui que s'achèvent les travaux du 37e sommet de l'Union africaine. Les dirigeants des pays membres de l'organisation panafricaine sont réunis à Addis Abeba autour du développement du continent. Le Maroc y prend part, Sa Majesté le roi Mohamed VI y est représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Dans son allocution, Nassar Bourita a mis en avant le lien étroit entre paix, sécurité et développement, d'où l'importance d'une approche holistique intégrée entre ces trois dimensions. Les précisions avec nos envoyés à Addis Abeba, Hussein Hanchaoui, Fouad Al-Harch, avec le commentaire de Nisrina Ozdar. La paix, la sécurité et le développement vont de pair. Un triptyque gagnant qui peut s'ériger comme une barrière des plus efficaces contre l'instabilité et l'insécurité. Et cela tel que le triptyque a été aligné sur le plan décennal de l'agenda 2063. À cet égard, Nassar Bourita a souligné que les processus de Tanger, d'Aswan, de Dakar, de Luanda ou encore celui de Lomé forment un hub des idées et de promotion d'une approche holistique intégrée entre ces trois dimensions. L'émergence persistante de zones de tension soulève des questions pressantes. En 2030, notre évaluation se doit d'être positive. Mais cet élan de réussite dépendra incontestablement de notre capacité à tisser un maillage de paix résilient au sein de notre continent. Seulement 6 ans nous séparent de l'horizon 2030. Il est primordial qu'une mise en œuvre rigoureuse du deuxième plan décennal de l'agenda 2063 soit développée. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger qui représentent Sa Majesté le roi Mohamed VI au 37e sommet de l'Union africaine a également mis en avant toutes les initiatives et les actions royales concrètes lancées sur haute directive de Sa Majesté au service du développement du continent africain, et cela dans plusieurs domaines. Ce sommet a été une occasion idéale de présenter plusieurs initiatives royales mises en place pour le développement de l'Afrique. Le rapport des activités de l'Union africaine a d'ailleurs fortement mis en avant le rôle joué par le Maroc sous le leadership exemplaire du souverain dans plusieurs questions d'intérêt commun, comme la question migratoire qui demeure l'un des grands défis pour le continent africain. Sans oublier bien sûr les grands efforts déployés par le Maroc pour la sécurité sanitaire et alimentaire, avec notamment l'initiative AAA qui avait été présentée par le Royaume pendant la COP22. Et sur le volet sécuritaire, Nassar Bourita n'a pas manqué de rappeler que nous sommes à mi-chemin de la mise en œuvre de la stratégie « Faire taire les armes en Afrique » à l'horizon 2030. La situation actuelle qui prévaut en Afrique suscitant toujours une préoccupation légitime caractérisée par la persistance des défis sécuritaires, conclut Nassar Bourita. Pour détailler les contours de l'agenda politique du continent placé à l'ordre du jour du sommet, notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, le sommet de l'Union africaine se clôture aujourd'hui sur fond de crises multiples, conflits armés, sécheresse, pauvreté. Des efforts de coopération intra-africaine vous semble-t-il aujourd'hui plus que jamais nécessaires pour faire face à ces défis ? Oui, vous avez raison de le relever. C'est le 37e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba dans des conditions difficiles. À noter pour commencer qu'il y a 6 États membres qui sont suspendus.
déjà un premier dossier qu'il faut régler. Il y a également le fait qu'à l'ordre du jour, il y a un certain nombre de dossiers importants. D'abord des rapports qui vont être étudiés par les responsables présents. Quels sont ces rapports? Il y a la réforme institutionnelle de l'Union africaine qui est un chantier pour donner plus d'efficience aux organes de cette organisation continentale. Il y a également, comme l'a rappelé notre ministre des Affaires étrangères, Sabourita, d'autres dossiers, l'évaluation du premier plan décennal, donc dans le cadre de la stratégie 2063. Vous savez pourquoi 2063 ? C'est parce que c'est un siècle après la création de l'Union africaine en 1963 à Addis Abeba. C'est pour ça qu'il faut rappeler pourquoi il y a une date aussi éloignée et la préparation d'un deuxième plan décennal. Il y a également l'évaluation des activités du Conseil de paix et de sécurité. Il faut relever que le Maroc préside pour ce mois de février donc cette institution spécialisée et qu'il est membre élu pour un mandat de 3 ans au sein de ce Conseil de paix et de sécurité, et ce pour la période 2022-2025. Donc voilà le Maroc qui est partie prenante, active dans ce dossier. Et puis il y a un autre dossier aussi à l'ordre du jour qui est important. C'est le problème de l'examen biennal du développement agricole. C'est une stratégie qui est évaluée tous les 2 ans, donc c'est la 8e année et il y a de gros efforts à faire. Alors les priorités évidemment sont importantes, elles sont économiques, sécuritaires, militaires et autres. Il y a des conflits civils un peu partout en Afrique avec la résurgence de la violence djihadiste. Il y a aussi des crises de gouvernance qu'il faut surmonter, crise de gouvernance au Soudan. Il y a les conflits en Éthiopie, évidemment. Il y a la stabilisation de la situation en République démocratique du Congo avec le conflit de fait qu'il y a avec le Rwanda et les activités du mouvement du M24, vous le savez, qui sont des activités séparatistes. Il y a la situation au Sahel central qui est connue et qui est préoccupante. Il y a ce qui se passe en Somalie aussi, où la situation est incertaine. Il y a également le Soudan Sud, où il faut organiser les élections pour 2024. Et puis, il y a d'autres questions à l'ordre du jour, notamment le fait que le président de la Commission africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, finit son mandat de 4 ans et en 2025. Il faut donc déjà s'atteler à réfléchir à un profil consensuel. Il sera élu en 2025. Quel profil, etc. Avec un vice-président et 6 commissaires. Donc, il y a un menu chargé pour ce qui est de ce sommet africain. Le Maroc fait entendre sa voix, soit publiquement, soit dans des contacts bilatéraux. Je signale au passage, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues, notamment l'Éthiopie, Madagascar et d'autres, etc. C'est un moment fort de notre diplomatie, qui est une diplomatie qui consacre prioritairement l'Afrique, vous le savez. Et le Maroc est précurseur de la coopération sud-sud. Le Royaume a été notamment à travers une vision de développement pour transformer l'Afrique en une puissance régionale et mondiale de l'avenir. Comment se présente concrètement ce fil directeur de ce cadre collectif et participatif prôné par le Royaume, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi? Il y a plusieurs volets dans l'approche marocaine et la vision royale. C'est d'abord le référentiel de la promotion de la coopération sud-sud. Vous savez que c'est un axe central de la diplomatie africaine du Royaume. Je n'y reviens pas. Il y a aussi le souci de mettre sur pied des mécanismes de règlement des conflits à travers le Conseil de paix et sécurité, le dialogue, la paix, la sécurité aussi. Là aussi, le Maroc est en première ligne pour la sécurité, la coopération militaire, la sécurité, parce que c'est une contrainte majeure qui pèse sur différentes régions. Et puis, il y a deuxième volet, deuxième niveau d'analyse, la coopération économique. Sur ce plan-là, le Maroc aussi est pionnier. Notamment pour ce qui est de l'agriculture. Je vous rappelle que en octobre 2023, lors de l'Assemblée générale de la Banque mondiale du FMI, le Maroc a signé une convention avec la Banque mondiale pour un programme intéressant de l'agriculture. C'est un programme qui intéresse 5 millions d'agriculteurs
et qui couvre une superficie de 10 millions d'hectares. Donc vous voyez que la démarche marocaine n'est pas une démarche ponctuelle, c'est une démarche en profondeur dans le cadre d'une stratégie. Il s'agit de faire quoi ? Il s'agit de donner forme et contenu à une déclaration des pays de la CEDEAO, ce qu'on appelle la déclaration de Lomé. Et ça porte sur quoi ? Sur la création de centres de formation agricole, sur un programme scolaire d'agriculture numérique, il faut le dire, pour renforcer les capacités locales. Il y a également l'étude de la valorisation des sols, problème de la santé et de la fertilité des sols. Et puis, il y a de gros problèmes posés. Savez-vous qu'il y a 278 millions d'Africains qui pâtissent de la famine il faut le relever, et que la sécheresse est récurrente. Au cours du siècle dernier, il y a eu 300 sécheresses aiguës, sans oublier le partenariat public-privé. Et donc, l'agriculture est extrêmement importante. C'est un axe de la priorité du Maroc. 60% de la population active en Afrique est dans l'agriculture. C'est 17% des PIB. C'est vous dire la place de ce secteur dans le développement. Et ça assure 40% des recettes en devises des pays africains. Justement, donc voilà, l'agriculture est donc un moteur de la transformation économique, et c'est un axe sur lequel le Maroc a des idées, des propositions et une expertise. En plus de l'agriculture, c'est autre signe concret de la coopération maroco-africaine qui est en plein essor. Le lancement justement cette semaine par le Royaume et le Bénin d'une campagne de prospection scientifique. Elle vise l'évaluation des stocks halieutiques ainsi que la prospection de l'écosystème marin dans les eaux atlantiques de la zone économique exclusive. Quel rôle pour cette mission dans la valorisation des espaces maritimes et de la coopération halieutique ? Ça participe d'une approche globale. Je vous ai cité l'accord qui a été signé entre le groupe OCP en octobre dernier et la Banque mondiale, et qui intéresse plusieurs pays africains, la Guinée, le Mali, le Togo et le Bénin. C'est pour ça que je me permets de revenir sur ça. Alors, ce sont deux accords qui ont été signés à Cotonou, donc par notre ministre de l'Agriculture, son homologue du Bénin. Ça porte sur la coopération halieutique, ça porte sur la coopération agricole, ça intéresse quel secteur ? La formation, la recherche scientifique, le contrôle et la surveillance des activités halieutiques, et également la coordination, l'expertise contre la pêche illicite. Donc voilà des choses importantes. Il s'agit d'apporter concrètement à un pays africain, un pays frère, donc une expertise, et de nouer des liens de coopération. Ça, c'est un référentiel, c'est une marque de la politique du Maroc, qui n'est pas une politique de gesticulation ni de posture, mais une politique concrète profitant aux populations et en particulier au secteur agricole et aux petits agriculteurs. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, je vous remercie pour vos éclairages. Merci à vous. Nous célébrons ce dimanche 18 février la journée nationale de la sécurité routière. Une journée capitale pour tous les usagers de la route, qu'ils soient automobilistes, motocyclistes ou même piétons. Focus ce soir sur un facteur de risque d'accident majoritaire, l'état mécanique du véhicule. Ce 18 février est l'occasion de vous rappeler l'importance de soulever vos capots pour un contrôle technique en règle. Reportage à Meknes, Brahim El-Khelwi, Abdeslam Raoutier, Zakaria Mokinbillah. C'est l'un des gestes indispensables avant de prendre la route. Vérifier l'état technique de son véhicule. Procéder à ce contrôle d'usage est le moyen le plus sûr d'éviter panne technique et autres désagréments sur la route. Pour ce faire, rien de plus simple. Consulter son mécanicien ou se diriger dans un centre agréé de visite technique. La sécurité routière comporte deux aspects phares, l'élément humain et l'élément mécanique. Ce dernier inclut freins, amortisseurs, roues, avant-train de la voiture qui dépend des pneus et de l'équilibrage. La motorisation est aussi un aspect essentiel de la sécurité. Le contrôle du véhicule est de nature à réduire le nombre d'accidents de la route. Le laisser-aller peut occasionner de sérieux problèmes. Pour les professionnels, l'état technique de la voiture n'est pas à négliger. Contrôle, maintenance et vérification des paramètres s'imposent de façon régulière, que ce soit pour les voitures, les camions ou tout type de véhicules.
Nous voulons rappeler au conducteur l'importance cruciale du contrôle du véhicule et de la maintenance. Entretien, vidange, paramètres techniques sont autant de facteurs à passer en revue. L'entretien du véhicule doit être une priorité. Au moindre problème technique, le conducteur doit effectuer les réparations nécessaires. Si la plupart des conducteurs s'adressent au centre de visite technique une fois par an, des visites ponctuelles ne peuvent qu'être bénéfiques. Vérifier l'état mécanique du véhicule d'une façon régulière peut éviter des complications fâcheuses sur la route et par conséquent le risque d'accident. Et ce dimanche, la marche à pied ou à vélo est à l'honneur dans la Perle du Souss. Les artères d'Agadir étaient fermées à la circulation motorisée. Une action qui a un double objectif, sensibiliser le public à la sécurité routière et promouvoir des modes de transport écolo. La mobilité verte, c'est bon pour la santé et pour la planète. Proche-Orient, les perspectives de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël à Gaza s'éloignent. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se dit déterminé à mener une offensive terrestre à Rafah, où s'entassent actuellement plus d'1 million de Palestiniens. Au moment où de vives inquiétudes se sont exprimées dans le monde, pas de répit en vue pour les violences à Gaza où l'offensive israélienne a rasé des quartiers entiers, déplacé 1,7 million des 2 millions d'habitants et provoqué une crise humanitaire majeure selon l'ONU. Loin de la région, l'est de l'Ukraine observe également un regain de violence. Une frappe russe sur la ville de Kramatorsk, dernière grande ville du Donbass sous contrôle ukrainien, a touché hier des maisons, faisant au moins 2 morts. Depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, cette cité a fait l'objet d'attaques répétées de la part des forces russes. À l'heure du tout numérique, l'univers des mots semble toujours conserver sa cote chez les jeunes lecteurs. À Rabat, les Olympiades de la lecture mettent en compétition des collégiens autour de stimulants textes de grands auteurs. Une épreuve qui forge une génération éprise du livre. Regardez ce reportage d'Otman Tazi Abdilal Cheb sur un récit de Maria Awad. Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Comme Rania, ils sont des dizaines de collégiens à acclamer les textes des grands écrivains et dramaturges. D'une voix claire et assurée, la voilà qui interprète le célèbre monologue d'Harpagon dans l'Avare de Molière, un exercice d'élocution qui fait la part belle à l'articulation et à l'aisance oratoire. Je suis perdue. Je suis assassinée. On m'a coupé la gorge. Derrière le pupitre, une autre jeune fille s'élance. Dans cette Olympiade de la lecture, une tonalité tragique pour donner du corps au roman bouleversant de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné à mort. Mon esprit jeune et riche était en plein de fantaisie. Pour cette jeune fille visiblement très habitée par le texte, la symphonie pastorale d'André Gide, ou l'histoire d'une jeune fille prise en charge par un pasteur. Ça rassure de voir le niveau chez les jeunes, de voir le choix justement des textes littéraires à lire et vraiment à ce qu'ils ont vraiment choisi aujourd'hui. Et en même temps, je suis agréablement surpris par le niveau de ces jeunes. Ces Olympiades visent à transmettre le goût de la lecture à la jeune génération, tout en les habituant à l'exercice de la prise de parole en public. D'ailleurs, selon les experts, lire réduirait de 70% le taux de stress. La lecture a beaucoup de bienfaits sur notre santé. Elle améliore notre mémoire, elle stimule notre curiosité intellectuelle, elle développe nos capacités cognitives. Plus qu'un concours, ces Olympiades de la lecture donnent à voir l'excellence d'une jeunesse vertueuse qui applique avec sagesse la maxime de François Mauriac, selon laquelle la lecture serait une porte ouverte sur un monde enchanté.
Et c'est la page de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.